Tout à l'heure, j'ai échangé quelques mots avec le garçon de café. En fait, je lui ai demandé est-ce que je peux te photographier comme ça en faisant le service sans que ton visage soit visible. Il a accepté. Et en partant, je lui ai dit qu'en fait, c'est ma vie, en fait, c'est mon boulot. Il faut que je fasse le photoroman de ma vie. Et il a souri. Eh bien, j'ai ajouté que il faut que tout le monde travaille dans cette vie. Hein? Il a encore beaucoup plus ri. Voilà, c'est devenu mon devoir, pas tout à fait mon boulot, mais petit boulot, pourquoi pas. Devoir apprendre à vivre comme un devoir, la vie comme un devoir, non pas quelque chose à la fois spontané bien sûr, à la fois comme devoir, ce qui veut dire qu'il y a un repli sur soi. Heureusement qu'il y a des moyens de reduplication, duplicata, enregistrement des effets. Au moins, depuis mon enfance, je suis très intéressé à toutes ces techniques de communication, enregistrement, répétition, en fait. Même la communication, la machine, ce qu'on appelle mécanique, en fait. Aujourd'hui, j'écrivais sur une petite baguette que mécanique, automaton, voilà, golem, c'est la passion de l'homme. En tout cas, c'était ma passion enfantine. Je me considérais comme une alchimiste, en fait. Tardivement, j'ai compris que ce que je faisais comme boulot pendant mon enfance, c'était un travail d'alchimiste, en fait, une apprenti sorcier qui sera à la fois le maître et l'apprenti. Voilà, tout duplicata se passait entre moi et moi comme maître, c'est-à-dire lanceur de projet. Voilà. Tout à l'heure, j'ai décidé de faire une petite speech donc sur lanceur d'alerte, comme Snowden, etc. C'est une expression nouvelle pour moi et pour le monde aussi, en fait, je crois, lanceur d'alerte. Parce que j'avais fait après 15 juillet, n'est-ce pas, une série de films qui s'appelle Dénonciateur. Parce que je n'avais pas trouvé un mot meilleur pour expliquer ce que je fais. Dénonciation, c'est très intelligible comme mot, mais il y a des connotations éthiques et tout, en fait. C'est très discuté, politiquement ou correct ou pas, en fait. Pourquoi je cacherais ce qui se passe de mauvais ou négatif dans mon pays ou pays. Qu'est-ce que serait de le pays, en fait? J'habite quelques quartiers seulement. Comme disait la folle de Chaillot, je n'aime pas Trocadéro parce qu'il y a beaucoup de chauves-souris. Voilà, c'est très simple. J'aime bien voir les débats parce que mon grand-oncle, pendant mon enfance, était l'imam de ce mosquée. Voilà, très simple et inexplicable. Pourquoi? Enfin, c'est très cher comme quartier, je ne peux pas habiter, je fréquente très souvent. Dans ces dernières, disons, années, il y a toute une histoire de redécouverte de ce quartier, de mon enfance, disons, résidentielle. Voilà, trop dit. Voilà mon boulot résidentiel, ou oisif, comme loisir, oisivité, de lanceur d'alerte. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dénonce personne, bien que très récemment, j'ai commencé à citer des noms propres. Normalement, j'essaie de faire un détournement, non pas situationniste, pas toujours, mais des ratio obliquois. J'adore cette expression, ou bien une intention oblique. Je travaille depuis
chez les latins, depuis Ismail Tunal, que j'ai redécouvert cette expression, intentio. Il blâme l'intention obliqua. Une intention oblique, pourquoi? Obliquité, oui, c'est un peu quelque chose considéré comme diabolique parce que c'est transversal. Oui, c'est dans mon devoir d'être, à ma façon, être déridien et faire de petits détournements ou bien des médiations inattendues pour arriver à un point ciblé ou à un point que j'ai découvert sur le chemin. Justement, un lanceur d'alerte assez vague quand même. J'ai des idées précises, j'ai des sentiments précis, sentiments éthiques précis, mais il faut les exprimer correctement ou adéquatement aux états des choses. Qu'est-ce qu'il fait un lanceur d'alerte, non pas au sens étroit du terme, parce que je ne suis pas quelqu'un activiste politique. Oui, il faut souligner ça. Ce que je fais, obliquement, peut être considéré comme un lanceur d'alerte pour le moment, parce que cette expression est devenue très intelligible mondialement. C'est pour ça, sinon c'est pas meilleur que dénonciation. Le mot dénonciation, connotation, dénotation, beaucoup plus riche en latin, je suppose. Annonciateur, annonciation, c'est toute une chrétienté, bonne nouvelle évangélique compris dans ces expressions. Annonce, c'est pas quelque chose de neutre, c'est toujours messianique. Et dénonciation, c'est pas une négation d'annonciation. Là, il faut souligner, il faut aller au cœur des mots qui semblent négatifs, mais non. Dénonciation, c'est très riche. Peut-être que j'annonce quelque chose comme un très, très étatique ou communautaire, villageois. Qu'est-ce que ça veut dire, annonce? Une instance supérieure qui faisait des annonces au public, oui, avec un tambour dans les rues, n'est-ce pas, comme pendant les nuits de Ramadan. C'est ça, ce sont des lanceurs d'alerte comme Ezan, l'appel à la prière, etc. Il faut compliquer les choses pour arriver au simple sentiment éthique que j'appelle depuis Heidegger, eh bien, Grundstimmung. Voilà, nous sommes au cœur des choses. Grund, au cœur, corps, noyau, noématique de la chose. Stimmung, une détermination toujours d'avance. Sartre dirait pré-réflexivité. Oui, d'accord, mais il y a des mots meilleurs que la réflexivité que j'utilise souvent, que Derrida a des réserves. Il faut ouvrir ces dossiers. Alors, sans oublier de quoi je parlais quand même. Bon, en forme, oui, disons qu'acceptons lanceur d'alerte. Et le contenu du message, n'est-ce pas? Et il y a tout un dispositif donc formel de détournement obligationnel. Oui, c'est intéressant. Obliquois, obligation. Je ne sais pas s'il y a un rapport, mais s'il y a un rapport, alors parce que ce qu'on suppose comme contraire de discours oblique, alors, parfois je dis dissoïlogoi, chez les Grecs, sophistique, alors c'est discours droit, discours de droite. Voilà. Je suis de gauche, heureusement, mais j'essaie d'être droit, en chemin, sans bifurcation dans l'air, il y a une expression, sans quatre chemins, sans faire disons, quatre chemins quadrificum. Je suis justement, je peux photographier, et je vous assure, et je vous jure,
dans une quadrificum, dans un carrefour, dans le croisement de 4 rues qui va à Üsküdar, à Koşuyolu, à Çamlıca, à Kadıköy. Voilà, grande cartographie topographique pour l'instant. Et qu'est-ce qu'il y a ici? Rien. Je suis venu, à converser avec un ami très récent qui s'appelle Émile, qui a un fauteuil roulant. Donc, on s'est familiarisé avec mes précipitations tout de suite. En fait, c'est incroyablement un début de conversation, accoster quelqu'un de ma part, inattendu, comme bombe explosive. Dans quelques secondes, nous savions tout de nous. Moi de lui et lui de moi. Je suis assis, etc. Alors, si on reconstitue sans alerte, oui, c'est un moment d'alerte, une kairos, une alerte, une attention agile, extrême, sans raison. Une excitation sans raison, par une présence, par une rencontre, justement un moment de touquet qu'on se pose contre de automaton mécanique, dont je confesse que j'avais la passion, mais c'est pas humain le mécanique jusqu'à un certain point. On essaie, même pendant mon enfance, on essaie de humaniser, rendre pour les enfants le moyen de automatons, des machines, de machinalement, de répétition, Wiederholung freudien, non pas de trauma, toujours répétition de trauma, oui, c'est d'accord, mais non. Répétition de ce qu'on a lancé, posé au sens de Zetsung d'avant, c'est-à-dire le directeur de projet, le maître de l'apprenti. Alors, je salue ici petite suite dansante de l'apprenti sorcière. Mère des tous les apprentissages. Voilà, il y avait un livre sur Deleuze, n'est-ce pas? La philosophie, un apprentissage qui prend toute la vie. À vie, un apprentissage à vie, interminable, comme une cure interminable, une analyse interminable. Et je répète tout le temps que dernièrement ce matin à mon infirmière dans l'hôpital que j'ai suivi sans obligation justement, même pas sans obligation, même oblique, les cours de Deleuze, les cours de Derrida pendant 10 ans. Deleuze est mort plus tôt, donc pendant 8 ans, disons. Sans obligation. C'est-à-dire qu'un apprentissage interminable et une analyse, un retour de soi de ce qu'on a appris et le temps d'assimilation et de dissémination de l'étendue du savoir ou des idéalités ou des restes modestes, des procédés de pensée, élargissement dans une idéation variante ou dans une variation minutieuse comme la musique de Debussy ou Ravel. C'est ça les exemples meilleurs de la variation, qui est en somme un thème musical. J'étais passionné de l'art de fugue, le calcul infinitésimal,
même Copernic, aujourd'hui, ça me passionne. Alors, si on retourne à cette rencontre opportune, dans un moment opportun, ou justement dans un moment inopportun, fortuna ou infortune. Je ne suis pas ruiné par cette rencontre, mais j'étais quand même pris par la pression du temps. J'aurais dû quitter ses amis, Émir et son ami, précipitamment parce que j'étais attendu pour une autre rencontre, malheureusement. Mais je savais d'un savoir, sans savoir, que je vais retrouver ce monsieur, parce qu'il était presque stable dans ce coin de café. Voilà. Alors, le contenu. Eh bien, il m'a dit qu'il était scénariste, et j'ai dit que moi aussi, j'ai fait des films, mais sans scénario. Tout de suite, j'ai commencé à raconter ma théorie du cinéma. Brecht, Eisenstein, Disgabertov, etc. Passons vite. Donc c'est un instrument, un dispositif, un appareil de l'expérimentation, pour moi, ce qu'on appelle cinéma, où les images mouvant dans le temps et investissant le temps, l'espace. Et bien, c'est trop dit pour déjà, dans quelques secondes, il est intéressé tout de suite. Et qu'est-ce que j'ai ajouté? Je donne des exemples. S'il dit scénario, on pense tout de suite les séries télévisées, donc la commande. Eh bien, forcément, scénario approuvé, lui est approuvé. Donc, j'ai donné tout de suite l'exemple de Corneille, même en disant que même Corneille, au XVIe siècle, en fait, quand on parle de Descartes, etc., plus tard Molière, Corneille travaillait sur commande, non, pas n'importe commande. Lui, il apprenait premièrement le mot Médici. Pourquoi, je ne sais pas. Donc j'ai enchaîné à partir de Médici à Corneille. Donc mécénat, sponsoring, le problème de sponsoring avec Twitter, pour l'instant ça me préoccupe au niveau juridique, etc. Donc dans l'inconscient, un scandale de sponsoring, une quiproquo de promotion des films et de sponsoring à travers Twitter et YouTube me préoccupe. Il faut que je clarifie cette situation qui est pour moi très claire, même pour la société c'est confus, pour les compagnies du numérique abusif, etc. Bon, Corneille, il était dans son temps, en fait, les artistes ou les écrivains étaient salariés. Il n'était pas libre totalement, mais il était sûrement un peu libre, mais le projet de Horace, par exemple, Horace de Corneille, donc le tragédie à la grecque, à la romaine, était un projet politique de Richelieu. Donc, ou bien, c'est pas Richelieu lui-même qui était lanceur de projet, peut-être, mais le temps, les crises ou politiques desquelles la France passait à l'époque a obligé un appel à l'époque romaine, même dans la royauté, donc avant la République, qui est devenue une référence constante, donc Horace, le serment de Horace, c'est devenu quelque chose de très républicain, mais avant la République. Donc, Richelieu insinuer une certaine romanité. Apparemment, je n'ai pas trop travaillé là-dessus, mais pour l'instant, je suis dans le sponsoring. Donc, liberté ou non-liberté est liée par un texte ou par un projet politique. Dans l'art, c'est déjà grande question pour en discuter. Il est intéressant
Eh bien, les mots se sont suivis associativement. Quand on dit Medici, la famille de Medici, j'ai ajouté qu'en France, il y avait une Catherine de Medici et une Marie de Medici. Pour visualiser la chose, j'ai cité le tableau de Noste, Marie de Catherine de Medici, donc l'arrivée de Catherine de Medici au port de Marseille, ce tableau grandiose donc de Rubens, et j'ai dit Poussin. Et lui, je lui ai demandé de rectifier ou chercher, me corriger en cherchant sur Internet avec son portable. Tout de suite, il a trouvé que ce n'était pas Poussin, c'était Racine, et Rubens. Eh bien, mon ami, j'ai trouvé un apprenti qui me corrigeait, qui vérifiait les choses, qui suivait, un rapport. Je dis pas que j'étais maître, lui il est apprenti, mais un rapport interchangeable, à mon avis, s'est installé tout de suite entre nous, sans avoir l'air. J'étais toujours au debout et eux, ils étaient assis pendant cette conversation. Donc, on est arrivé au Médicis et à l'histoire de la peinture. Donc, passage de la tragédie à la peinture. Rubens, j'ai ajouté qu'il faut distinguer les choses. Poussin, c'était plutôt les femmes nudes à l'orientale, la chair et tout, charrue. Et Rubens, c'était des scènes plutôt baroques et plus, disons, royales ou politiques, disons. C'est extraordinaire, comme Catherine de Médicis venait en France de pas d'Italie en descendant d'un navire. Donc c'est pas un grand voyage, mais il était accueilli par une boum populaire, disons, avec tous les symboles héraldiques du pouvoir, une sanctification bizarre, papale et tout, qu'il faut analyser. Rapport entre spectacle et sanctification, pour devenir jeune quand même, donc une sorte de sanctification est obligée. Voilà. Donc, conversation se poursuivait comme ça, en faisant des distinctions entre qui était le fils, qui était le père, entre Soliman et David. Pour moi, c'était toujours interchangeable, comme Socrate et Platon, comme dans le cadre postal d'Héridien, qui était le maître, qui était apprenti. Ça, grand sujet. Je n'ai pas très éclairci le débat, mais on est suspendu. La discussion est suspendue. Je suis revenu aujourd'hui pour donc clarifier les choses. Que je suis en train de la faire. Eh bien, déjà devenu compliqué, clair, contrairement à ce que Descartes souhaitait éclairer, distinguer. Assez distinct, assez clair et assez obscur quand même. Cette interchangeabilité, n'est-ce pas, c'est incitable, c'est très oblique, c'est même diabolique qui est maître. Il faut que le maître soit maître de soi-même, il faut que l'apprenti soit sage. Voilà, grand débat. J'ai avoué à un ami étudiant d'Ankara, donc je n'étais jamais son maître, disons, en action, que je tiens une correspondance ample à travers le mail. Il est venu une fois me visiter. Donc, Alperen Kartal, qui a publié un roman à 18 ans. Et maintenant, il est 20 ans.
l'autre nuit, je lui écrivais que plutôt c'était lui qui était mon maître parce qu'il donnait la note première et je travaillais sur le sujet et je lui envoyais comme si moi, qui était lanceur de projet ou lanceur d'alerte, alors que ce n'était qu'une réponse à sa question initiale, qui n'est pas une question, mais une œuvre. Donc, il écrit littéralement quelque chose et je le clarifie en théorie. Je lui incite au départ, il y a 2 ans, à lire le Torah, et les évangiles. Donc on est sur le même chemin. Je continue à lui envoyer des choses sur David Soliman, sur lesquelles je travaille momentanément. Pour moi, c'est l'affaire est conclue. Donc j'ai précisé toute la situation, j'ai bien situé dans l'histoire juif éternel qui est le Père éternel. Eh bien, j'ai ici, même égoïque, à lui, à ce nouvel ami, que j'ai dit que c'est clair que ce qui est homosexuel, c'est plutôt David, mais c'est clair parce qu'il est beau, Soliman, c'est plutôt, n'est-ce pas, constructeur de temple, et qu'il est fils. Donc le père a initié le fils, lui-même il n'a pas construit le temple, mais le temps est chargé, il est obligé de construire le temple qui est le titre de mon prochain roman. Ce temple en Coran s'appelle, à mon avis, le kiosque cristal, Miller kiosque. Donc kiosque cristal, c'était d'une certaine Éden dans la dimension réduite à l'intérieur de laquelle Soliman reçoit la reine de Saba. Voilà mon sujet coranique qui est cité dans le Sora Rum grec, Rumi ou Rome. Voilà. Je suis obligé d'arrêter parce que ma batterie est terminée.